Salutations à toutes et à tous. Bienvenue sur MOUCA. Dualité dans l'accouchement en Haïti, santé sexuelle, reproductive, injustice épistémique. Telle est l'une des problématiques soulevées par Tania Pierchol, chercheuse féministe, médecin, chirurgien, actuellement attachée au Centre de recherche sociale CRESFED, doctorante à l'Université du Québec à Montréal. Tania Pierchol est aujourd'hui notre première invitée à l'occasion de notre série Conférence MOUCA. Elle aura à parler autour de ce sujet. Coloniser l'accouchement, violence et politique de santé reproductive en Haïti. Déjà, je souhaite à nos participants une très bonne participation et je salue également notre conférencière Tania Pierchol. Tania, salut. Merci beaucoup, Sophia. Un plaisir d'être ici et être la première à faire la conférence MOUCA. Merci, Tania. Bonne présentation. Bonjour à tous et toutes. Sans plus tarder, je vais partager mon écran pour commencer avec la présentation. Le but de cette présentation, de cet échange, est d'analyser comment le colonialisme et ses héritages déterminent l'expérience des Haïtiennes dans le domaine de la santé reproductive. Et ceci à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des institutions sanitaires. Et le deuxième, c'est au niveau de la politique publique comme telle en santé reproductive, qui marginalise et infériorise l'accouchement à domicile. Cette marginalisation traduit une violence structurelle, finalement, envers les femmes, sur laquelle il faut approfondir, il faut discuter, il faut réfléchir, il faut comprendre, vraiment comprendre, pour construire une narrative différente à partir de notre réalité et à ce moment-là, pouvoir décoloniser les accouchements en Haïti. Le plan de la présentation sur un transfond de matrice coloniale, je vais faire un survol rapidement de deux périodes déterminantes des bases de notre système sanitaire, de 1804 jusqu'à 1915 et à partir de l'occupation états-unienne, parce que c'est à ce moment-là que se fondent les bases de notre système sanitaire. Pour pouvoir comprendre la situation maintenant, il faut se remonter à cette période historique. Ensuite, je vais faire un survol sur les accouchements institutionnels, sur la matrice coloniale et comment ça a des répercussions sur la politique de santé sexuelle et reproductive et la marginalisation des accouchements. Et finalement, comment cette matrice coloniale se traduit par une violence structurelle envers les femmes. Les conclusions, et après ça, nous aurons un espace de questions-réponses et de commentaires. Pour contextualiser mieux les accouchements en Haïti, j'aimerais présenter un tableau que j'ai élaboré pour démontrer la singularité haïtienne. Haïti est l'unique pays, non seulement de ce tableau, mais aussi du continent américain, où il y a plus d'accouchements à domicile qu'en institution sanitaire. C'est clair qu'en Haïti, nous avons deux systèmes parallèles qui coexistent. Le système institutionnel, où s'exerce la médecine occidentale, légitimée par la scientificité des connaissances, qui se présente comme le modèle médical hégémonique, se caractérise par être individualiste et d'orientation curative. Dans cette médecine, la relation médecin-malade est asymétrique et subordonnée. Le savoir du patient est exclu. Le processus santé-maladie marchandisé, dans cette ère, la relation médecin-malade est asymétrique et subordonnée. Le savoir du patient est exclu. Le processus santé-maladie marchandisé, dans cette ère néolibérale, qui provoque une tendance à médicaliser toute pratique. Elle se présente comme l'approche universelle au sein duquel on retrouve le phénomène de l'accouchement. Le deuxième système, l'accouchement à domicile en Haïti, concerne la médecine créole, qui provient du mélange de connaissances locales et africaines. Cette médecine créole, justement, est le produit de la mobilisation
de savoir et d'expérience des personnes historiquement exclues, opprimées, déshumanisées et marginalisées. C'est l'héritage colonial qui explique cette dualité entre l'accouchement à l'occidental et celui exercé à domicile en Haïti. La matrice coloniale haïtienne a moulé des relations de domination et subalternisation sur un mode binaire. On les retrouve encore de nos jours, maître-esclave, blanc-noir, homme-femme, scientifique, non scientifique. Ainsi, les systèmes racistes, capitalistes, classistes et patriarcales s'y sont forgés à titre d'actes structurants de la société. Ici, je vais parler particulièrement du système sanitaire. J'insiste sur le fait que pour pouvoir comprendre ce qui se passe maintenant, il faut remonter à notre histoire, à cette partie de notre histoire. Après 1804, le nouvel État-nation met en place une politique de santé liée à la croissance démographique. Donc, à ce moment-là, la fonction primordiale de la femme est la reproduction. L'enfantement devient un déterminant socialement défini du féminin. La population haïtienne passe de 400 000 à 1 million dans l'espace de 60 ans, une croissance de 150%, ce qui est énormissime. Mais les services de santé, malheureusement, n'ont pas évolué au rythme de la population. Pour donner un exemple, la première maternité publique en Haïti a été fondée en 1861 avec une capacité de 12 lits seulement. Donc, c'est clair qu'il y a une croissance pas égale. Et quelques années plus tard, en 1889, un groupe de médecins haïtiens fonde à Port-au-Prince une maternité privée, également avec un nombre restreint de lits, et en plus avec la barrière économique. Donc déjà des facteurs que nous retrouvons à nos jours. Cette maternité reste fonctionnelle jusqu'en 1915, au moment initial de l'occupation états-unienne. Le médecin et historien haïtien Harry Borde met l'accent déjà sur le manque de ressources humaines et en citant, je le cite, « Après la révolution haïtienne de 1804, il existe une pénurie de médecins. Ce sont les négresses accoucheuses, les matrones qui s'occupent de la grande majorité des femmes. » Les États-Unis ont occupé Haïti de 1915 à 1934. Les conséquences de cette occupation sont nombreuses, mais là, nous allons nous concentrer sur ce que ça a signifié pour les services de santé. Cette intervention directe sur le sol haïtien avait comme mission, entre autres, restaurer la paix, maintenir l'ordre et apporter la modernité. Durant les premières années de l'occupation américaine, un processus de mainmise et de réorganisation des services sanitaires est fait, comme relevé par le chercheur Davidson. Des raisons stratégiques sont à la base de nombreux programmes de santé publique, imposant ainsi une médecine coloniale de nature militaire, donc par définition patriarcale et raciste. Dans cette dynamique d'ingérence et de domination, un nouvel acteur états-unien non étatique entre en scène, la Fondation Rockefeller, qui finance entièrement, d'une part, la construction de l'École nationale de médecine et de l'autre, accorde des bourses d'études pour que des médecins haïtiens se perfectionnent aux États-Unis et intègrent au retour la faculté de médecine ainsi que la direction du ministère de la Santé. Cette politique cruciale pour la structuration et la consolidation sanitaire nationale future implante à ce moment-là les bases structurelles de deux éléments fondamentaux. Un, la faculté de médecine, lieu de production et de transmission des connaissances. Et deux, le ministère de Santé, qui est la plus haute instance sanitaire où se définissent la gouvernance du secteur, l'organisation des services et l'élaboration de plans, de programmes et de politiques publiques. Ces 19 ans suffisent à renforcer un modèle de subordination du pouvoir, des connaissances et de savoir-faire de la culture médicale. C'est à partir de ces deux lieux aussi que la colonialité des savoirs se construit, s'exprime et s'institutionnalise. La colonialité des savoirs fait référence à un système de pensée qui se manifeste
par la négation et la dépréciation des connaissances autres que celles du groupe dominant. C'est à partir de ces deux lieux-là qu'il y a une tentative d'universalisation d'une culture qui s'impose comme dominante, l'impérialisme culturel, concept développé par une féministe qui s'appelle Marion Young, qui est un outil idéologique qui cherche une hégémonie culturelle et qui surtout instaure un sentiment de culture dominante supérieure à la culture dominée. Parmi les profondes conséquences du colonialisme, c'est qu'il a imprégné les mentalités, les subjectivités, la culture, la façon de déterminer ce qui est valide ou pas, et surtout qu'il continue à se perpétuer et reproduire de manière endogène dans ce qu'on pourrait nommer un colonialisme interne. C'est important de mentionner que François Duvalier a reçu une bourse de la Fondation Rockefeller pour poursuivre ses études aux États-Unis. Après, quelques années plus tard, il devient président et dirige pendant 29 ans une dictature sanguinaire et rétrograde, fidèle aux intérêts nord-américains naturellement. Je voudrais mettre un accent particulier sur le lien existant entre l'impérialisme culturel, le colonialisme interne et le colonialisme sanitaire. C'est-à-dire sans colonialisme interne, il n'y a pas de colonialisme sanitaire. Au début des années 70, l'USAID devient le principal bailleur dans le domaine de la santé reproductive. Cette aide est configurée comme un moyen direct de définition des actions et d'intervention dans la politique de santé reproductive. Dans ce sens, c'est intéressant de souligner le psychiatre Frantz Fanon qui, dans ses études, fait la première réflexion sur l'importance du rôle de la médecine occidentale dans le processus de colonisation et il démontre comment la médecine, finalement, s'utilise comme un instrument concret géopolitique de domination. Maintenant, nous allons voir comment la matrice coloniale se reflète dans les accouchements institutionnels. Comment les différents systèmes d'oppression, tels le racisme, là je vais faire une petite parenthèse, le capitalisme et le classisme se manifestent dans l'expérience d'une femme haïtienne dans son accouchement dans une institution sanitaire. En Haïti, selon les chiffres de World Factbook, 95% de la population est noire. Une étude réalisée par Label a identifié 70 termes par rapport à la tonalité de la couleur de la peau en fonction de la texture des cheveux, des lèvres et du nez. Ce colorisme classe les personnes en fonction de leur degré de blanchité, défini comme un espace de pouvoir, naturellement, instaurant une culture naturalisée de privilèges et des avantages, une pigmentocratie qui est étroitement liée à la classe sociale. Donc, quand les femmes haïtiennes accouchent en milieu institutionnel, elles subissent une panoplie de mauvais traitements qui ne sont pas perçus comme violents, ni par le personnel de santé, ni par les femmes elles-mêmes. Ceci est étroitement lié à deux facteurs. Un, à la formation de ressources humaines médicales, qui est très hiérarchisée. Il y a une dynamique implicite de pouvoir, un pouvoir symbolique, invisible, légitime, qui moule les relations dans les institutions sanitaires. Et aussi, il y a une approche biomédicale. Ça veut dire que l'apprentissage professionnel est basé sur un contenu biologique. Le processus santé-maladie est réduit aux causes biologiques, excluant les conditions socioculturelles, économiques et politiques dans lesquelles s'inscrit un tel processus. Et aussi, ça s'explique par l'organisation des services, particulièrement de gynécobstétrique, qui s'organisent en fonction de cette hiérarchie et de cette approche biomédicale. Souvenez-vous que les bases de ces deux éléments remontent à l'occupation américaine. Parler d'institutions sanitaires nous mène à parler de médicalisation. Un bon exemple est l'accouchement, qui a cessé d'être perçu comme un processus naturel et social
est considérée maintenant presque comme une pathologie, une maladie à contrôler par le médecin. Dans l'approche biomédicale, déjà, il existe une relation asymétrique du pouvoir qui se traduit par un rapport où le médecin possède les savoirs, les connaissances et la technologie, et les femmes qui accouchent reçoivent des normes de comportement et des directives. Dans ce contexte biomédical et de relations asymétriques de pouvoir, déjà, la position de la femme est infériorisée. Elle n'a rien à dire pendant son processus d'accouchement. Mais en plus, comme élément aggravant, en Haïti, il y a son appartenance sociale, définie par les systèmes d'oppression qui s'ajoutent. La pigmentocratie, elle est noire, elle est pauvre et il s'agit d'une femme. Ainsi, les institutions sanitaires peuvent être considérées comme des espaces d'oppression où les femmes sont objets de microagressions. Cette violence institutionnelle se manifeste comme un abus de pouvoir à travers des normes ou habitudes et des pratiques quotidiennes qui renforcent justement ces mécanismes établis de domination. Comment la matrice coloniale se manifeste dans la politique de santé reproductive? Je vais vous présenter 3 exemples rapidement. Le premier concerne le plan stratégique national de santé sexuelle et reproductive qui dit en Haïti, à côté de la médecine moderne, il existe une médecine traditionnelle très active. Cette réalité, en ce qui concerne la santé reproductive et plus particulièrement la santé maternelle, revêt une importance particulière en raison du rôle important joué par les matrones traditionnelles dans un contexte où près de 60% des accouchements ont lieu en dehors d'une institution de santé et sans participation de personnel qualifié. Donc, les matrones qui assurent l'accouchement de la majorité des femmes haïtiennes depuis le 19e siècle sont considérées dans ce document officiel personnel non qualifié. Elles ne sont pas reconnues comme sujet ayant un savoir pertinent. Toute leur expérience accumulée ainsi que toute leur production de connaissances dans le domaine de l'accouchement ne sont pas compréhensibles, ils sont ignorés. Pourquoi? Parce qu'elles sortent ou ne correspondent pas aux paramètres occidentaux ou hégémoniques. Un deuxième exemple concerne un programme vaste et très important, présenté comme une initiative modèle de santé maternelle. Ces objectifs soulignaient la nécessité de réduire le taux élevé de mortalité maternelle en encourageant l'accouchement dans les institutions de santé. Le rapport officiel affirmait: une récente enquête fait état que de nombreuses femmes n'envisagent pas d'accoucher dans un établissement de santé parce qu'elles ne possèdent ni robe de chambre ni sandales à porter après l'accouchement, donc pour préserver leur dignité. Donc le programme a œuvré, donc l'objectif de ce programme a été de fournir aux jeunes femmes enceintes des kits d'accouchement. Cet exemple démontre non seulement le paternalisme dans le contenu, mais aussi la méconnaissance concernant la complexité du problème de l'accouchement à domicile de la part des décideurs. Ils ne tiennent pas en compte la dimension culturelle et sociale où s'insère cet événement. Cette posture en plus traduit un privilège, c'est-à-dire c'est moi qui sais dont les autres ont besoin. Le privilège que certains groupes ont pour faire appel à leur propre voie d'interprétation et de communication. Donc, ce document reflète et renforce ce privilège en soumettant les autres groupes aux critères dominants qui, dans ce cas, se réduit à l'aspect matériel. Le troisième exemple concerne une étude de la Banque mondiale réalisée en 2019 dont l'objectif est d'identifier les obstacles structurels et comportementaux qui empêchent les femmes d'accoucher dans un établissement de santé. Donc, à travers le processus d'enquête et de rencontrer les gens, cette étude propose comme solution assurer la reconnaissance sociale des matrones lorsqu'elles orientent une femme vers un établissement de santé, sous la forme d'une récompense de type la matrone de l'année. Mais le questionnement qui s'impose
et reconnaissance sociale des matrones par qui? Les matrones, dans leur contexte et environnement, sont socialement reconnues. Elles sont appréciées, elles sont bien implantées, elles sont légitimes, elles possèdent un pouvoir réel, symbolique et spirituel. Donc, encore une fois, cet exemple traduit le privilège que certains groupes ont pour faire appel à leur propre voie d'interprétation et à leur échelle de valeur. Là, je vais retourner à une partie du tableau présenté il y a quelques minutes pour dire que tous les financements bilatéraux des principaux bailleurs comme les États-Unis, le Canada et la France, ainsi que les multiples efforts déployés par les agences des Nations Unies comme l'OPS, FNUAP, se concentrent au niveau de ces 37%, c'est-à-dire sur l'accouchement institutionnel. C'est-à-dire, tous ces efforts montrent une très grande diversité de stratégies d'incitation à accoucher dans les institutions, mais finalement sans grand succès parce que les femmes haïtiennes continuent d'accoucher à domicile. Tout ce que je viens de présenter sert de préalable pour aborder un type de violence faite aux femmes. En Haïti, il faut le dire, il y a beaucoup d'efforts accomplis par diverses instances et surtout par des organisations féministes pour aborder la violence à l'égard des femmes dans un sens plutôt lié à la violence personnelle directe dans la sphère domestique. Il y a aussi beaucoup de travail fait en ce qui concerne la violence sexuelle dans l'espace privé et public, des violences visibles, directes. Mais il y a un autre type de violence, la violence indirecte, et dans le sens où même lorsque le préjudice causé aux personnes est identifié, aucun acteur spécifique n'est identifié comme l'auteur de ce préjudice dans la violence directe. Ce concept de violence structurelle, développé par un Norvégien qui s'appelle Johan Galtung dans les années 60, fait référence à la manière dont certaines institutions ou structures sociales discréditent certains individus en les empêchant de développer et de satisfaire tous leurs besoins. Pour ce sociologue, certaines structures sociales, elles peuvent être économiques, politiques, culturelles, juridiques, mais dans notre cas spécifique, il s'agit de structures médicales, peuvent avoir un impact très négatif sur certains groupes ou communautés. La violence structurelle est le résultat des systèmes d'oppression tels que le classisme, le sexisme, la pigmentocratie, donc de la matrice coloniale de la société haïtienne. La violence structurelle est l'ensemble du spectre qui conditionne et permet la violence faite aux femmes d'exister, car elle est ancrée dans notre culture, dans notre éducation et dans nos institutions sanitaires. Elle cause un préjudice très réel aux personnes qui la subissent, en particulier pour les groupes qui ont été historiquement vulnérables. Et naturellement, ce type de violence est étroitement lié à l'injustice sociale. Dans ce triangle que vous voyez, la violence structurelle serait la plus complexe des trois et aussi la plus difficile à détecter selon cet auteur. La violence culturelle serait liée, par exemple, à l'apparition d'éléments tels que l'art ou la religion. Comme souligné par l'ethnologue haïtien Vornax, le vaudou, par exemple, constitue avant tout une forme de soin aux dimensions magico-religieuses qui se caractérise par une transmission verbale des connaissances dans laquelle les aspects spirituels occupent une place importante. Il y a également Damus qui a approfondi dans ce sens, mais cet aspect ne sera pas abordé aujourd'hui. Pour finir, l'État haïtien est signataire de la Convention d'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, CEDAW, et aussi de la Convention interaméricaine pour prévenir, sanctionner et éliminer la violence envers les femmes, la Convention de Belém do Pará. En tant que signataire de la CEDAW, l'État haïtien est tenu de suivre une politique visant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes, de s'abstenir de tout acte ou pratique
discriminatoires à l'égard des femmes, d'adopter des mesures appropriées, y compris des dispositions législatives pour modifier et abroger les lois, règlements, coutumes et pratiques, j'insiste bien, coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l'égard des femmes. L'État haïtien ne respecte pas ses engagements envers les matrones. La Convention de Belém do Pará établit que la violence contre les femmes les affecte de multiples façons, imposant des restrictions à l'exercice d'autres droits fondamentaux de nature civile et politique, ainsi qu'à l'exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Donc, cette violence peut se traduire dans la famille et les relations interpersonnelles, que l'agresseur partage ou non la même résidence, dans la communauté, quel que soit l'auteur, et aussi telle perpétrée ou tolérée par l'État et ses agents où qu'elle se produise. Donc, la violence subie par les femmes dans les institutions sanitaires est une violence institutionnelle qui s'inscrit dans un cadre plus large de violence structurelle, de même que la politique de santé reproductive. Cette violence structurelle provoque une marginalisation parce que à travers des mécanismes d'exclusion et de stigmatisation sociale, elle place certains groupes ou communautés dans des espaces où les droits et les besoins ne sont pas satisfaits, ce qui est le cas des accouchements à domicile en Haïti. C'est une question de pouvoir qui est en rapport avec des hiérarchies, statuts et des rôles bien définis, éléments qui reproduisent l'ordre établi et maintiennent une violation aux droits humains, spécifiquement aux droits reproductifs des femmes haïtiennes, dont l'État haïtien est garant. Merci, je m'arrête là. Je pense que là, on peut passer à la section de commentaires, questions et réponses. Merci beaucoup. À présent, comme vous venez de le dire, je pense qu'il est temps pour nos participants de poser leurs questions, mais en ce temps, j'ai avec moi déjà 3 questions. Je commence avec la question de Denise Côté. Au cours de votre revue de littérature, est-ce qu'il vous arrive de découvrir des situations similaires dans d'autres régions du Sud global? Au cours de ma révision de littérature, je peux dire que les matrones, en tant que figure impliquée dans les accouchements à domicile, existent dans la plupart des pays de l'Amérique centrale et du Mexique, dans les pays andins, Colombie, Brésil. Mais Haïti est l'unique pays où finalement les matrones réalisent plus d'accouchements que le personnel médical. Je n'ai pas trouvé d'études qui démontraient que les matrones étaient aussi marginalisées comme nos matrones en Haïti. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé ça. Bien au contraire, par exemple, en Colombie, il y a un projet de loi qui vise à donner une sécurité juridique, je peux dire, à la pratique des matrones. Il y a une reconnaissance du Conseil régional pour la sauvegarde des savoirs des matrones comme un organe administratif approuvé récemment par une commission constitutionnelle en Colombie. Mais le Mexique et la Colombie ont également créé des associations de matrones dont les objectifs sont précisément cette préservation culturelle des connaissances. Bien qu'au Mexique, ces organisations comprennent des prestataires de soins de santé officiels, cela représente en tout cas une reconnaissance politique et professionnelle très importante pour les matrones. Au Mexique, par exemple, il y a plus de 20 000 matrones et on a su les lier à toute cette politique de santé reproductive. Elles sont très impliquées dans toute cette approche de justice reproductive en tant que promotrices de la santé. Leur travail professionnel s'étend et peut arriver à des endroits où les services de santé n'arrivent pas. OK. Quelle stratégie proposez-vous pour décoloniser l'approche des accouchements en Haïti afin de mieux répondre aux besoins des femmes haïtiennes?
Tout d'abord, je pense qu'il faut démédicaliser l'accouchement. Penser et réfléchir à des solutions, mais en tenant compte de notre réalité, de notre contexte. Je suis convaincue que les choses peuvent se faire différemment, avec de bien meilleurs résultats par rapport à ce que nous avons maintenant en ce qui a trait à la diminution de la mortalité maternelle-infantile. D'un côté, notre réalité sanitaire concernant l'état des établissements de santé, par exemple, les conditions de travail, des ressources humaines dans le système. Quand je dis ressources humaines, je parle des médecins, des infirmières, des auxiliaires, tout le personnel qui fait partie des institutions, dont le salaire est exécrable, les conditions de travail sont très difficiles et peu stimulantes, il n'y a pas de matériel, donc des conditions très difficiles. Dans ma revue de littérature, selon les différentes études, de 100 accouchements, il y a 70% qui vont se passer normalement. Ça veut dire des accouchements par voie vaginale spontanée. Dans la pratique, il faut seulement attraper le bébé et couper le cordon ombilical. Et pourquoi pas, le 30% de ces accouchements, effectivement, on peut parler d'accouchement à risque. Et il s'agit d'accouchements jumelaires ou bien des césariennes programmées ou en urgence. Là, effectivement, ce 30%, ça doit être réalisé en institution sanitaire avec du personnel médical. Pourquoi pas se concentrer sur ce 30% avec, à ce moment-là, des meilleures conditions de travail, des salaires dignes, pour qu'un médecin qui travaille dans une institution sanitaire publique puisse se dédier à ça seulement parce qu'il a un salaire correct. Dans ce sens, les matrones, qu'on le veuille ou pas, constituent des ressources humaines avec lesquelles il faut établir comment je pourrais dire ça, un dialogue horizontal, une complémentarité. Et je pense qu'il y a des auteurs haïtiens qui pensent à ça déjà. Il y a une étude réalisée par Georges qui parle justement de cette complémentarité et avec ce dialogue, comprendre, déconstruire et réinventer avec les matrones, mais toujours en respectant la pluralité des perspectives dans l'accouchement. Et la toute dernière question est celle d'Étienne Côté-Paluc. Comment les interventions des ONG et des acteurs internationaux en Haïti ont-elles influencé les perceptions de l'accouchement? Bon, je pense que tout le système de coopération que nous avons en Haïti, c'est un système de coopération justement qui reproduit cette hiérarchie. C'est le Nord global qui vient avec cette théorie, avec ses approches et avec ses solutions, et nous avons les problèmes. Donc, Haïti a les problèmes, mais eux, ils ont la solution. Donc, toute cette approche et toute cette inadéquation et toute cette manque de résultats, je peux dire, de tous ces efforts réalisés, reflète cette imposition qui ne s'adapte pas à notre réalité dans cette approche de la coopération internationale. Et là, j'ai deux autres questions. La première est la suivante, c'est comment comprenez-vous le rôle de la faculté des sages-femmes? La deuxième, c'est les médecins haïtiennes travaillant dans le secteur institutionnalisé n'ont aucune influence culturelle sur le système. Est-ce qu'il reste purement occidental? Bon, pour la première question concernant les sages-femmes, moi, effectivement, je pense que ça rentre dans la médicalisation de l'accouchement et qu'il faudrait voir, parce qu'effectivement, dans les autres pays, dans les autres systèmes de santé, la place des sages-femmes est très importante par l'historique et par le développement du système qui s'est donné. En Haïti, même à partir du 19e siècle, il y a eu un manque de matrones qui n'a jamais été comblé. Donc là, je pense qu'il faudrait, effectivement, ce sont des ressources qui sont là, qu'il faudrait pousser, mais voir effectivement quelle est la complémentarité, parce que de toute façon, les matrones sont là,
et à ce moment-là, voir comment les matrones et les sages-femmes peuvent collaborer au niveau des gens de la communauté. Donc, la place des sages-femmes est là. Il faut voir comment les intégrer pour qu'elles soient acceptées et pas perçues comme faisant partie de cette médicalisation par les femmes qui n'utilisent pas les services. Merci, c'était la Et, question de Nadev Minor. Merci. Et mm-hmm, à présent, moi-même, j'ai une question à vous poser. d'accord. J'aimerais établir pour moi la différence entre matrone et sage-femme. La matrone, c'est généralement une personne qui n'est pas scolarisée, une personne qui acquiert sa connaissance par la pratique. C'est une personne qui est insérée dans la vie de la communauté, qui a une grande légitimité. Et la sage-femme, c'est une ressource humaine qui s'occupe également des accouchements, mais qui a une formation technique, qui a une licence et qui fait partie du système institutionnel de santé. Mais d'après vous, la matrone, c'est la personne qui subit ce qu'on appelle l'injustice épistémique, c'est ça? La matrone est totalement marginalisée dans notre système de santé. C'est-à-dire, elle n'existe pas, même dans les textes de la politique, on ne les mentionne pas ou on les considère personnels non qualifiés. Je vais reposer la dernière question de Nadev. D'accord. Les médecins haïtiens et haïtiennes travaillant dans le secteur institutionnalisé n'ont aucune influence culturelle sur le système. Est-ce qu'il reste purement occidental? Non, je ne peux pas dire que c'est à niveau individuel. Moi, je parle de la structure, je parle des programmes, des prêts apportés qui arrivent par les agences internationales, effectivement, et qu'il y a toute une chaîne où on exécute. C'est-à-dire tous les programmes qu'on a jusqu'à présent, c'est pas que le médecin X particulièrement, il n'a pas sa position. Je parle du système comme tel. C'est-à-dire cette imposition qu'à cause des financements, de l'orientation, que ce n'est pas nous, Haïtiens, qui donnons cette orientation aux politiques. Ce sont les bailleurs qui définissent leur agenda, leur action, et nous finalement, les médecins haïtiens, on exécute. C'est dans ce sens que je parle. Effectivement, c'est pas, il y, a, il y a une capacité critique quand même qui fait qu'il y ait une réflexion dans ce sens. Mais je parle du système comme tel. Dans le système comme tel, c'est totalement occidental et ça ne prend pas en compte de notre réalité parce que c'est une imposition des organisations internationales, une imposition, justement, on a les problèmes et on nous apporte les solutions en prêt-à-porter, même si elles sont inadaptées. Une autre question à présent, c'est Olivier. Donc, comment comprenez-vous la place des hommes dans la profession de matrone? C'est une question très intéressante et ça, comment je peux dire, ça casse beaucoup de paradigmes occidentaux encore parce que dans les recherches que j'ai faites, j'ai trouvé que, par exemple, je le disais tantôt, dans tous les pays de l'Amérique latine, il y a des matrones femmes. Donc, il y a une matrinalité, mais nous, en Haïti, on a par exemple, dans la section d'Aquin, il y a plus de matrones hommes que de matrones femmes dans certaines communautés. Donc, ceci reflète que la lignée est beaucoup plus importante que le sexe. C'est-à-dire, moi, je suis matrone, mais je n'ai pas de fille. Donc, si j'ai un garçon, donc c'est mon garçon. Donc, à ce moment-là, cette définition de rôle est très particulière par rapport à ce qui se fait en Amérique latine. Ce sont des femmes, c'est-à-dire moi comme matrone en Amérique latine, si je n'ai pas une fille, je peux donner le don à une nièce, à une filleule, alors qu'en Haïti, c'est dans cette réflexion et c'est sur ça que portent mes recherches. Merci. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions sur le chat, je pense qu'il est temps. Il y en a? OK. Lynn Alexandre.
Quel type d'accompagnement pourrait être envisagé pour les matrones sans les intégrer formellement dans le système? Comment aborder cette démarche sans perturber, voire altérer les méthodes existantes? Bon, là, je pense qu'il devrait avoir une horizontalité. Donc, ça veut dire effectivement, on finit pas d'apprendre, mais peut-être une approche de horizontalité pour qu'il y ait ce travail complémentaire. Parce qu'effectivement, si pour le 70% des accouchements dont je parlais, la matrone peut se charger, mais qu'elle n'hésite pas qu'elle sache quand il s'agit, par exemple, d'une grossesse qui aura des complications, qu'elle sache à quel moment, sans retard, acheminer cette femme qui va accoucher dans une institution sanitaire pour qu'il y ait cette complémentarité. Et aussi, pourquoi pas, si une femme arrive dans une institution sanitaire, elle a un accouchement qui va se dérouler normal, elle n'a aucun facteur de risque, pourquoi pas la référer à une matrone si la patiente, naturellement, donnait le choix à cette patiente. Donc, ça veut dire mais ne pas considérer les matrones comme quelque chose marginal ou bien quelque chose de moindre. Ça fait partie de toutes ces approches différentes et complémentaires. Pour finir, je pense qu'au niveau des organisations de la société civile, particulièrement des organisations féministes haïtiennes, il y a un travail énorme qui est fait. Le mouvement féministe haïtien dans son ensemble mène un combat depuis longtemps, ça je peux dire sur différents fronts. Le travail de plaidoyer est inestimable et beaucoup d'efforts se multiplient maintenant pour l'accompagnement des cas et aussi pour les documenter. Dans ce sens, je lisais, ça fait quelques jours justement, un rapport très bien documenté sur les violences enregistrées de janvier à octobre 2023, mettant l'accent sur les violences sexuelles à l'égard des filles et des femmes dans ce contexte de gain de territoire des bandes armées. Et ce rapport mettait un accent important sur l'inaction des autorités étatiques et la police. Il y a aussi des organisations qui mènent leur lutte dans le cadre du plaidoyer pour la dépénalisation de l'avortement, car jusqu'à présent, l'avortement est criminalisé en Haïti. L'éventail d'éléments qui concernent la santé reproductive est vaste. Il y a la contraception, des options de naissance alternatives, des soins prénataux, des grossesses adéquates, entre autres. Il n'existe pas, à ma connaissance, de dialogue politique sur la santé reproductive dans le pays et la société civile est très peu impliquée dans quelques débats que ce secteur a pu conduire. Donc, ceci est un appel aux organisations féministes pour mener une réflexion inclusive avec des activistes, des militants, des académiques, des professionnels, des marchands, des matrones, entre autres, mais une réflexion collective située. Ça veut dire en prenant conscience que nous nous énonçons comme des femmes ayant un héritage africain, une histoire dans les Caraïbes, avec un passé de lutte et de résistance, tout simplement comme des Haïtiennes. Merci à notre première invitée, Tania Pierre-Charles. Merci à nos participants. Mouka vous donne rendez-vous pour une autre conférence. En ce temps, je vous invite à aller visiter la page de Mouka ainsi que nos plateformes. À la prochaine.